Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver. Maryse Lebranchu est chargée notamment de la fonction publique, donc au gouvernement. Bonjour, bienvenue. Nous allons parler évidemment de cette situation politique qui déchaîne les passions. Le président en parle ce matin. Est-ce que vous savez, oui ou non, s'il va être question d'un service civique et sous quelle forme ? Alors, je sais que je rentre directement dans le vif du sujet, mais... Si je répondais directement ce matin à la question, le président me le reprocherait. Non, on pose cette question depuis un moment. Le président de la République, d'ailleurs, l'avait posée avant les élections. Savoir comment encourager des jeunes à accepter des postes de service civique. Vous savez qu'on les a augmentés. Voilà, c'est question sur la table. Le président y répondra. Mais il va y répondre, oui. La question, c'est la forme, tout le monde le sait. Il y répondra. Hier, il y avait un débat à l'Assemblée nationale en disant est-ce qu'on peut revenir à une forme de service militaire ? Non, Jacques Chirac l'avait supprimé. 97. Pour des tas de raisons. 97, on l'avait mis en... J'appartenais à ce gouvernement qui a mis en œuvre la volonté du président de la République de l'époque. Est-ce qu'on a été nombreux à le regretter ? Oui. Un certain nombre d'entre nous, dont je faisais partie, regrettaient ce moment où les jeunes venus de partout, de tous les territoires, mais aussi de toutes les familles, de toutes les situations pouvaient se rencontrer. Est-ce que c'était trop dur et trop lourd par rapport à l'armée ? Oui. Donc effectivement, le Jacques Chirac avait posé de bonnes questions. Maintenant, est-ce que c'est important que les jeunes de tous les territoires, de toutes les familles puissent se retrouver à un moment donné ? Peut-être. Mais oui. Vous savez, ça a un coût. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va pas non plus se lancer sur un chemin où on n'aurait pas les moyens de répondre. Donc, le président de la République va poser les jalons du travail ce matin. À nous, derrière, ensemble, de regarder comment on y arrivera. Mais je vois bien... Ça va vous concerner. Moi, ça me concerne. Et déjà, le président de la République... Ça va vous concerner comme ministre de la fonction publique. Oui, m'a déjà demandé une tâche importante. Par exemple, à l'intérieur de la fonction publique, il n'y a pas d'apprentis. Pratiquement pas. Il y a des millions... il y a 2 800 000 fonctionnaires d'État, il y a 700 ou 7 000 apprentis. Ou même moins. Pardonnez-moi d'avoir oublié le chiffre, mais c'est ridicule. Il me dit, bon, j'ai une feuille de route, là, il faut que je trouve 10 000 postes pour que des jeunes puissent venir dans la fonction publique, apprendre un métier, une fonction. Est-ce que je vais trouver des postes pour des services civiques, c'est-à-dire pour des façons de servir, je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, tout le monde pense à ça, mais pas que ça. Est-ce que dans les services quand on met en place un nouveau service numérique, des jeunes ne peuvent-ils pas apprendre à l'utilité d'un système, se rendre compte qu'il manque un peu chez eux de formation. Vous voyez, ça, je crois que avec les fonctionnaires, par exemple, je suis persuadée. Et après ce que nous avons vécu en janvier, et après ce que veulent les fonctionnaires, c'est-à-dire la reconnaissance des citoyens, je suis persuadée que je pourrais faire des propositions. Mais vous savez que la grande question, à partir du moment où on vit avec les réseaux sociaux et une sorte de divertissement mondial, s'il n'y a pas d'obligation, pourquoi le ferait-il ? Parce que c'est quand même ça le fond du problème. Vous allez si vous montez un barnum utile pour la société, mais que tout le monde se défile... Voilà, donc vous comprenez bien que entre... C'est compliqué pour vous. Parce et 10h30, il y a peu de temps, et Non, mais là, c'est une question qui n'est... Mais sur le fond des choses, nous sommes prêts, enfin moi avec la fonction publique, avec les employeurs publics, on est prêts à se poser toutes les questions pour voir comment ça se met. Ça pourrait se mettre en place, mais Guillaume Durand, vous allez comprendre ça. On est dans une situation financière qui n'est pas simple. Vous en parlez souvent vous-même de la dépense publique et du fait qu'il faille la diminuer. Attention à ne pas proposer quelque chose qu'on ne pourrait pas remplir. Donc moi je commence par ce qu'on m'a demandé déjà. Une forme d'apprentissage, l'accueil des jeunes dans des services un peu, je dirais, haut de gamme pour apprendre et pour aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Pardonnez-moi de vous interrompre. Si je vous pose cette question, en attendant, j'allais dire les annonces officielles du président, c'est que le risque, comme beaucoup de choses qui ont été reprochées à la gauche, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose qui soit, au fond, bien pour la société, mais un tel barnum que ça ne fonctionne pas. Voilà, et à ce moment-là, ça va devenir totalement contre-productif. C'est pour ça que je suis totalement... S'il faut faire la chasse aux jeunes pour qu'ils aillent travailler chez vous... C'est pour ça que je suis totalement prudente, et que pendant ce temps-là, et hier soir en commission des lois encore à l'Assemblée nationale, moi je suis chargée aussi, non seulement de la fonction publique, mais de la fracture territoriale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose sur l'organisation territoriale de la République pour éviter que des jeunes, dans des quartiers où l'idée même du service public peut-être n'existe pas parce qu'on n'a pas le temps, et encore, je suis allée à Bondy avec une mère, la mère est extraordinaire, entraîne tout le monde à accueillir les jeunes en question, mais moi, je dois proposer une organisation territoriale de la République qui arrête de créer des ghettos de gens qui vont bien
et qui repousse les gens qui vont moins bien ou mal. Et cette ghettoisation, elle est générée par les quartiers les plus riches, par les centres-villes les plus riches. Dans d'autres centres-villes, vous avez des poches de pauvreté. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on va se satisfaire de l'hyper-richesse qui côtoie l'hyper-pauvreté au XXIe siècle en France? Non. Alors, Madame, comment je pardonnez-moi, mais fais? c'est pas une découverte. Non, mais c'est pas une découverte, mais je veux y répondre. C'est pas une C'est-à-dire découverte. Je veux passer des concurrences entre les Vous avez territoires lu à la Victor Hugo coopération. et récemment Thomas Piketty, tout le monde est... Et alors, c'est pas parce que c'est pas une découverte qu'il faut pas avancer. La preuve, c'est que le constat n'est pas de qualité. Comme on a un constat qui n'est pas de qualité, moi, mon travail, c'est de dire, est-ce que je peux améliorer les choses? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oui. Est-ce que je vais avoir des résistances en face de moi? Oui. Est-ce que... Mais halte au Barnum. Attention au Barnum. Le danger politique, c'est le Barnum. C'est le truc contre-productif. C'est pour ça que j'essaye. Alors. Pas à pas, avec la fonction publique d'une part, avec une meilleure organisation des territoires, de répondre à ça. Mais quand je vous parle, par exemple, de mixité du logement, je vous dis, et ça me désole pour mon pays, les résistances sont énormes. Question, est-ce que vous allez dégeler le point d'indice des fonctionnaires ou pas? Pas maintenant. Et les organisations syndicales le savent. Là, le président de la République comme le Premier ministre ont été clairs. Tant qu'on n'a pas de croissance, tant qu'on est en période d'inflation, c'est pas notre priorité. En revanche, on a augmenté les catégories C parce que franchement, quand on est au SMIC et qu'on garde la nuit nos centres d'accueil de nos personnes âgées, c'est pas juste. Donc on a augmenté nos catégories C, on a augmenté les catégories C, toutes celles qui font que la vie quotidienne est possible, mais j'ouvre une négociation importante, parcours professionnel, rémunération, carrière. Est-ce que l'ensemble des fonctionnaires a un parcours intéressant? Est-ce que ça les attire? Non. Est-ce qu'on peut améliorer? Oui. Est-ce qu'on est dans une difficulté financière? Oui. Donc voilà, les organisations syndicales, que je reçois l'une après l'autre avant d'ouvrir la négociation, sont beaucoup plus conscientes qu'on ne pense de la difficulté, mais ont envie d'avoir des fonctionnaires motivés. Et pour avoir des fonctionnaires motivés, il faut avoir des carrières motivantes. Dans tous les plans de la droite qui sortent, François Fillon, Alain Juppé, les autres, on parle de 150 milliards, 100 milliards d'économies, vous avez du mal à en faire 50. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est totalement déraisonnable de promettre aux Français 150 milliards ou 100 milliards d'économies? Je vais vous dire pourquoi. Mais est-ce que vous pouvez l'argumenter? Parce que disent la fonction publique, il y en a marre. Je peux dire pourquoi. Parce que lorsque j'ai proposé ce plan, 11 milliards de moins de dotation aux collectivités locales, se réorganiser, donc peut-être moins de postes à terme, mutualiser les services. Eh bien, j'ai une bronca de l'UMP qui me dit c'est un scandale de diminuer les dotations des collectivités locales parce qu'elles n'ont pas d'emprunt. Sauf que on donne 270 milliards globalement au ministère. Moi, il faut que je trouve... On n'est pas loin de 50 milliards, plus d'autres dépenses de compensation de fiscalité. C'est énorme. Et si l'État doit verser plus de 50 milliards, il le verse comment? En allant chercher un emprunt. Donc vous nous dites ce matin que les programmes dans ce domaine de la droite sont irréalistes. Je trouve que la droite n'est pas juste de dire faites 150 milliards et quand on propose 11 milliards... Juppé, c'est 100. Et 100 milliards, disons. Et quand on propose 11 milliards sur les collectivités locales, si vous aviez été là au Sénat, c'était une bronca et une attaque extrêmement violente contre ces dotations. Qui baissent alors. Question, pardonnez-moi de vous interrompre, mais elles sont nombreuses ce matin. On a l'impression quand même, dans la préparation de cette conférence de presse, encore une fois, je vous demande pas de l'anticiper, que quand même l'une des stratégies de François Hollande, ça va être un peu de contourner, même si contournant pas les questions sur le chômage, mais de contourner ce cancer qui finalement est quand même la plaie de son quinquennat. C'est pas la plaie de son quinquennat depuis 2 ans et demi, c'est la plaie de la France depuis plusieurs années. Non, mais je parle d'un point de vue politique. C'est une plaie politique, vous avez raison. J'admets votre phrase, et d'ailleurs, elle est ressentie comme telle souvent. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Remettre de la politique... Pas de croissance, des déficits et le chômage. Remettre de la politique industrielle au cœur. Moi, je m'occupe actuellement de réorganiser le développement économique en France. Pourquoi? Parce qu'il y a 6000 aides possibles aux entreprises. Or, ça marche pas. Donc, efficacité... Les régions avec un rôle fort de stratégie industrielle, de choix, de recherche-développement, d'aide à des... Mais il n'y a pas de signe, madame, il n'y a pas de signe. Reb Sanen a encore dit récemment, d'ici la fin du quinquennat, il faut qu'on repasse en dessous de la barre des 3 millions. Mais il ne se passe rien, on est passé à 3 millions. Il y en a 5 millions 2 à Pôle emploi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signe qu'il ne faut pas travailler tous les jours. Pas dit qu'il faut... Si je vous écoute, moi je m'en vais. Mais moi aussi, je travaille le matin, il faut avoir des résultats. Si l'audience baisse, au revoir Durand. Si le chômage continue à monter, au revoir la gauche. Et si je réussis pas la réforme territoriale, au revoir à moi-même. Et ça, c'est pas le sujet, c'est pas moi qui compte. Je veux dire, tous les jours, on avance avec des textes qui sont durs à faire, mais on va y arriver. Par exemple, moins de dépenses publiques pour la collectivité locale, mais plus d'efficacité pour nos entrepreneurs. On va y arriver. Seulement, effectivement, c'est long, vous avez raison, c'est difficile. Je pense aussi que
la mobilisation de tous n'a pas forcément été au rendez-vous. Il y a tout un climat. Vous voulez dire que c'est le patronat qui... Non, l'ensemble du climat. Il y a des négociations de branches qui pourraient avancer un peu plus vite, mais ça, François Rebsamen l'a largement développé. Mais il y a un climat dans ce pays qui n'était pas au rendez-vous. Moi, je pense aujourd'hui qu'avec les réformes qui sont faites, malheureusement, nous n'avons pas eu les accords partenaires sociaux que nous souhaitions. Mais il faut jamais être démoralisé, ça peut arriver. Avec tout ça, moi je pense on va repartir à une condition, c'est que tout le monde tire dans le même sens, que j'ai les collectivités territoriales, nos fonctionnaires, tout le monde tire dans le même sens, et qu'on recrée un climat de confiance. Il faut passer d'un climat de défiance à un climat de confiance. C'est ça nos objectifs dans tous les secteurs. On a considéré pendant longtemps que François Hollande avait un statut, celui de président de la République, mais aucune stature. Est-ce que vous pensez que depuis les événements du 7 janvier, alors c'est épouvantable de considérer qu'un drame devient une aubaine politique, mais en fait c'est la réalité. Il a montré que quand la période est extrêmement violente, il est là. Il est là, il était là avec les mots, il était là avec l'action, il était là comme il fallait. Moi, le seul petit regret que je puisse avoir, c'est que avant, lorsqu'il a pris en main la lutte contre le terrorisme au Mali, lorsqu'il a été un grand négociateur européen et mondial, peut-être on ne le voyait pas suffisamment, c'était le même François Hollande qui avait une stature internationale qu'on ne voyait pas. Et c'est malheureusement à l'aune d'un drame terrible qu'on a découvert qui est vraiment le président de la République, un homme d'État. Est-ce que vous considérez que l'UMP, autre sujet, pardonnez-moi, on en termine, l'UMP a fait une faute politique en n'adoptant pas le Front républicain? Parce que ce qui est bizarre, c'est que on a vu les péripéties qui se sont passées, mais du coup l'UMP dans le Doubs, eux, ils sont pas du tout maintenant sur la position qui a été décidée nationalement. C'est-à-dire les responsables de l'UMP dans le Doubs sont plutôt portés à voter socialiste contre le Front national. Je ne vais pas vous donner la réponse d'un ministre, mais la réponse d'une citoyenne. Je pense que quand les périodes, et celles que nous vivons, avec un danger partout, faire très attention, à passer un message clair à une population, qui est de lui dire que la solution, c'est pas l'extrémisme. Parce que l'extrémisme conduit toujours à l'opposition des uns contre les autres et peut aggraver les fractures. Je pense que ça, c'est la grande responsabilité d'un parti politique. Et donc, il y aurait une faute du côté de l'UMP avec le Nini ? Peut-être qu'on a été un peu... Parce qu'ils vous accusent d'avoir fait monter le Front National depuis des années, depuis François Mitterrand. C'est facile, c'est facile. Là, on est dans une situation difficile, fracture sociale. Qu'est-ce qu'on dit ? Quel message on fait passer à des citoyens ? Sinon que l'extrême n'a jamais été la réponse à une situation complexe, jamais. Maryse Lebranchu était notre invitée ce matin, donc à quelques heures de la conférence de presse du président de la République. Merci à vous, bonne journée. Merci. Suivant la formule consacrée, mais sincère, ce qui est important. 8h28, je suis ravi de vous retrouver, camarades de LCI. Bonne journée à vous, on va retrouver Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.